Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire la présentation du Grand Prix de Miami. Alors, présentation qui arrive un petit peu tard, mais il y a eu le Giro, notamment le Tour d'Espagne féminin. Donc, il y a eu pas mal de contenu sur la chaîne ces derniers jours. On va revenir sur toutes les infos, les dernières infos du week-end, sur plein de petits éléments dont on va parler, la météo, les pneus. Également le circuit. Dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, surtout si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez en difficulté sur ce week-end de compétition. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux quand vous mettez toutes les notifications, là vous êtes vraiment au courant dès qu'une vidéo sort, ça vous met une petite cloche. Et ça c'est vraiment le mieux pour nous youtubeurs, parce que ça permet que vous cliquiez le plus rapidement possible sur la vidéo, et comme ça améliore la visibilité de la vidéo. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. EPS 2.0, notamment un épisode sur Jacques Villeneuve, c'est sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Google, et puis TikTok également pour du contenu sur la Formule 1, sur la moto, sur le cyclisme, voilà, du contenu sur les vidéos TikTok. Bon, on commence tout de suite cette vidéo avec ce circuit de Miami, ce Grand Prix de Miami, première course sur le continent américain. Je rappelle qu'on va en avoir quand même une à Austin et puis une autre à Las Vegas. Grand Prix des influenceurs, c'était le cas l'année dernière, hein, c'était le Grand Prix des paillettes, le Grand Prix des stars, le Grand Prix un petit peu de la maison en carton-pâte. On se souvient notamment de cette fausse Marina, absolument ridicule, de Paris Hilton qui savait absolument pas ce qu'elle foutait là, de Tony Parker. Mais c'était le problème de ce Grand Prix, c'est que les stars, c'était plus les pilotes de Formule 1, c'était les à côté. C'était les influenceurs à droite, à gauche. Mais c'était plus vraiment les pilotes de Formule 1, et ça m'avait posé un gros problème. Je suis pas fan de ce Grand Prix de Miami, parce que pour moi, c'est tout ce que veut devenir la Formule 1, et c'est tout ce qui m'énerve dans la nouvelle image que devenir la Formule 1. C'est un peu la Formule 1 Drive to Survive, voilà, avec les fans qui ont découvert la Formule 1 avec Drive to Survive, mais excusez-moi de vous le dire, la Formule 1 c'est pas Drive to Survive, c'est bien autre chose, et je pense que ces fans-là, on va peut-être avoir du mal à les garder. Et pour tout vous dire, ce Grand Prix des influenceurs, comme j'aime bien le surnommer, il a du mal à remplir ses tribunes, parce que les places étaient extrêmement chères, c'était plus de 2000$ pour certains emplacements en tribune, et on brade en ce moment à moins 50%, mais on a du mal à remplir les tribunes. Peut-être que la Formule 1 commence à voir un peu trop grand. C'est pareil à Monza aussi, à Imola, on a du mal à remplir les tribunes parce qu'on demande des prix très élevés, surtout que c'est pas comme si, en Europe notamment, il y a un truc qui s'appelle l'inflation, et c'est-à-dire que les gens ont plus beaucoup de tunas pour les à côté et pour le divertissement. La F1, je pense, joue un vrai test ce week-end et à Las Vegas. C'est deux tests pour la Formule 1. C'est de voir est-ce que les nouveaux fans peuvent remplacer les anciens fans de Formule 1. Est-ce que ces nouveaux fans, les fans Drive to Survive, vont vraiment pouvoir remplacer en termes d'impact les anciens fans, les fans qui ont connu la Formule 1 à l'époque où c'était pas très spectaculaire, ou à l'époque où il n'y avait pas de série dessus. Et ça, c'est un vrai test qui est en train de jouer la Formule 1 ce week-end, et à Las Vegas, mais sur quelques circuits comme ça, où on n'est pas sur des circuits forcément très intéressants en termes de pilotage, mais où on veut créer du spectacle. Week-end pas facile également pour les pilotes de Formule 1, parce qu'il y a 8 heures de décalage horaire dans la tête. Et oui, je rappelle que les États-Unis, c'est 6 heures d'un côté, sauf on était en Azerbaïdjan, c'est-à-dire qu'on était avec 2 heures de décalage horaire dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que les pilotes se sont pris 8 heures de décalage horaire en une semaine. Ça risque de piquer un petit peu pour certains pilotes, et ça risque de faire un peu mal. Et puis aussi du côté de la FIA et du côté de la Formule 1, de Liberty Media, plutôt, il ne faudrait pas que ça soit une nouvelle purge ce week-end, parce qu'on en a déjà eu une en Azerbaïdjan. On ne peut pas dire que pour le moment on a eu des week-ends incroyables de Formule 1. Si on avait de nouveau une purge, ça pourrait être compliqué à gérer pour la Formule 1. Et puis on espère que tout sera prêt également du côté de Miami, parce qu'il y a 3 semaines, au niveau du Hard Rock Stadium, c'était complètement inondé. Il y a eu des pluies diluviennes du côté de Miami, du côté de la Floride. Le circuit était complètement sous l'eau.
C'était un petit peu le présage qu'avait eu Sébastien Vettel avec son t-shirt de l'année dernière, et ce qui fait qu'il a fallu refaire un peu le goudron à certains endroits. Goudron qui était déjà en train de se détruire l'année dernière. Ça avait été un des problèmes sur le week-end de course. Et en plus, il y a eu la pluie, donc ça n'a pas été facile à gérer pour les équipes du côté de Miami. Donc on espère que tout sera prêt sur ce week-end. Parce que les influenceurs, ils n'aiment pas quand il y a des trucs, quand il y a de l'improvisation. Bon, on regarde tout de suite les dernières infos du paddock. Dernière info du paddock, je commence avec l'info qui a un peu perturbé tout le monde hier, avec Brad Pitt, qui a été annoncé par certains médias français, alors pas toujours des médias bien informés, et je parle pas de off-track, notamment, parce que eux, ils font souvent des blagouilles du côté de la Formule 1, je pense de médias sérieux qui ont repris des infos d'un média qui fait parfois comme Combini. Avec cette info qui disait que Brad Pitt serait sur une voiture sur la grille de départ du côté de Silverstone et qu'il piloterait une Formule 1 pendant la course et qu'il serait dans une 11e équipe pour filmer des images du film, vu qu'on rappelle qu'il doit faire un film sur la Formule 1. Alors il y a un moment où moi je me dis qu'il y a certains journalistes, ils ont oublié les règles fondamentales du journaliste, c'est-à-dire qu'il y a un principe de base dans le journaliste, c'est ce qui est crédible, ce qui est vraisemblable. Est-ce que avoir une 11e équipe avec quelqu'un qui n'a même pas de super licence, c'est vraisemblable pour vous? Non. Donc à partir du moment où une info n'est pas vraiment vraisemblable ou crédible, alors déjà on essaye d'avoir plusieurs sources, mais on revérifie énormément cette information, encore plus que d'habitude, et surtout on ne va pas faire une info sur un truc dont on n'est vraiment pas sûr et qui est loin d'être crédible et qui est loin d'être vraisemblable. C'est fou qu'il y a autant de monde qui soit tombé dans le panneau, qu'il y a autant de monde qui ne regarde pas, qui ne respecte pas les règles du journalisme aujourd'hui. Et ce qui me semble assez dingue, c'est que dans quelques années, au rythme où ça va, un mec qui va dire les éléphants roses c'est 10, eh bien il aura le droit à une info sur Internet. J'aimerais que certains journalistes pensent un petit peu de temps en temps, réfléchissent avant de publier une info, activent les neurones avant de publier une info, ça serait pas mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés pour des cons, et ça aide pas la crédibilité du journaliste, ce genre de choses. Donc bien entendu, c'est pas une Formule 1, ça sera une F2 modifiée, et ça sera entre les séances d'essai. Alors il va falloir trouver le temps entre les séances d'essai, lorsque la piste ne sera occupée par aucune catégorie. Alors on va pas faire tourner un pilote qui n'a aucune expérience en Formule 1 avec les pilotes de Formule 1. Je vois pas à quel moment les gens ont pu croire que c'était crédible, voilà, cette info-là. Vraiment, on pu tomber dans le panneau à ce point-là, ça me stupéfait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tous les gens qui ont écrit des articles là-dessus, ils devraient arrêter leur carrière de journaliste, vraiment penser à faire autre chose. Autre information, bien plus crédible celle-là. General Motors qui réfléchit à s'engager en Formule 1 en tant que motoriste. Alors on sait déjà qu'ils sont partenaires du projet Andretti F1, mais ils réfléchissent à la possibilité de rejoindre la catégorie Red. C'est le cas de quelques motoristes déjà qui réfléchissent à ça. Alors on sait qu'ils sont déjà présents désormais General Motors en hypercar avec Cadillac, avec un V8 de 5 litres 7 qui fait un bruit absolument 5 litres 5 pardon, qui fait un bruit totalement impressionnant. En LMDH, la LMDH c'est quand même une réglementation légèrement hybride mais qui n'est pas du niveau de la Formule 1, donc il faudrait déjà que General Motors progresse sur l'hybridation, mais on sait qu'en NASCAR on réfléchit à l'hybridation, et puis on sait qu'aux États-Unis on a de plus en plus de véhicules hybrides, notamment les gros SUV américains ont souvent des versions hybrides. Donc General Motors, ça pourrait leur permettre de vendre plus de voitures et de montrer qu'aux États-Unis aussi, l'hybridation maintenant est crédible et qu'on peut être crédible au niveau de l'hybridation. Donc General Motors y réfléchit pour lancer peut-être un moteur à partir de 2027, peut-être un petit peu après également du côté de General Motors. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir des constructeurs qui s'intéressent à la Formule 1. Un autre projet d'équipe également qui voudrait rejoindre la Formule 1, c'est LKY Sons, qui est une équipe asiatique
qui voudrait aller en Formule 1, qui serait financé par un fonds américain qui s'appelle Legends Advocate Sports Group, mais qui serait basé en Asie du Sud-Est, avec des liens notamment en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. Donc derrière ces deux personnes, nous avons Benjamin Durant et Andrew Pierra, qui étaient à la base d'un autre projet qui s'appelait Pantera, qui était aussi un projet asiatique qui n'a pas vraiment vu le jour. On n'a plus trop d'infos sur Pantera. Ça semble quand même un truc très nébuleux, très peu crédible pour tout vous dire. Même s'ils sont soutenus par le milliardaire Calvin Lowe, il serait peut-être soutenu, hein, parce que lui aussi il voulait mettre de l'argent dans une équipe de Formule 1, mais déjà ça semble très compliqué d'avoir une structure en Asie. On sait que ça avait été l'idée de Caterham au tout début, Caterham qui s'appelait Lotus au tout début, d'avoir une structure en Malaisie, et puis au final ils avaient eu une structure en Angleterre, parce que c'est très compliqué d'avoir une structure en dehors de l'Europe. Et l'idée c'est d'aller vers la Formule 1. On sait que la Formule 1 maintenant attire un nouveau public, les influenceurs, et donc l'idée ça serait d'aller du côté de la Formule 1, mais bon, ça semble pour l'instant vraiment un projet très nébuleux jusqu'à maintenant. Et puis Audi qui pourrait arrêter le GT3 pour se concentrer sur la Formule 1. On rappelle que Audi est présent en compétition client en GT3 avec l'Audi R8 depuis très longtemps. Ils étaient quasiment au début du GT3 avec plusieurs évolutions sur cette Audi R8. Mais Audi pourrait abandonner le GT3 pour se concentrer sur la Formule 1. Ils avaient déjà abandonné la Formule I. Ils avaient mis de côté leur projet LMDH. À un moment, ils avaient eu l'idée, pourquoi pas, de faire un projet LMDH, et puis ils l'ont plutôt refourgué à Lamborghini, ce projet LMDH. Et c'est vrai que pour se concentrer sur la Formule 1, ils pourraient délaisser le GT3, en sachant qu'en plus, ils ont assez peu de chances d'être présents, notamment aux 24 heures du Mans. Je rappelle que l'année prochaine, les GT qui seront présents au Mans seront les GT3, sauf que pour être présent aux 24 heures du Mans, pour éviter qu'il y ait trop d'équipes, il faudra être engagé également en hypercar. Alors vous allez me dire, oui mais pas de souci, le groupe Volkswagen est engagé en hypercar, notamment avec Lamborghini, avec Porsche. Oui, mais il faut savoir qu'il y a déjà Porsche et Lamborghini qui sont également en GT3. Donc Audi a en fait extrêmement peu de chances d'aller aux 24 heures du Mans. C'est le même problème pour McLaren, c'est le même problème pour Mercedes. Ce sont vraiment les trois constructeurs qui pourraient avoir du mal à aller en endurance dans les années à venir. Et à partir de ce moment-là, le GT3, si c'est pour se contenter de la Blancpain et du DTM, ça peut devenir beaucoup moins intéressant. Et si ça utilise trop de ressources, et ce sont des ressources qu'on va peut-être avoir besoin pour lancer l'écurie de Formule 1, pas pour la faire fonctionner sur le long terme, mais pour faire les débuts, pour construire le moteur et pour tout ça, ça pourrait être une idée. Et puis avoir 3 constructeurs, 4 constructeurs différents dans les catégories GT3, est-ce que ça a un intérêt pour le groupe Volkswagen? Peut-être pas. Et puis je rappelle que Volkswagen est également présent au Dakar avec un projet électrique qui fonctionne, qui est beaucoup plus difficile à faire fonctionner que prévu, je pense, pour Audi. Donc ça pourrait être également une bonne idée de mettre les équipes GT3 vers les équipes du Dakar pour l'objectif Dakar pour Audi. On poursuit avec les dernières infos du paddock. Une dernière info, c'est Esteban Ocon qui a reçu des excuses de la part de la FIA et de Liberty Media après l'incident au Grand Prix d'Azerbaïdjan. On rappelle qu'au Grand Prix d'Azerbaïdjan, il est rentré dans le dernier tour de course, mais qu'il a failli s'emplâtrer des journalistes qui avaient été mis dans la zone de parc fermé de l'arrivée, qui était déjà en construction alors que la course n'était toujours pas arrivée. Il s'est fait une grosse frayeur, vraiment, Esteban Ocon. Il y a des gens qui ont été entendus dans cette affaire. Les procédures vont être modifiées. Et Esteban Ocon hier en conférence de presse qui a dit ils nous ont assuré que cela ne se produirait plus. La FIA va veiller à changer les protocoles et faire en sorte qu'il n'y ait plus personne sur la voie des stands. Tout va bien à partir de maintenant. Voilà, on a un peu
réussi à apaiser les choses du côté d'Esteban Ocon, voilà, qui a un peu calmé les esprits, mais c'est vrai que ça a été une image assez effroyable de ces photographes qui se sont retrouvés quasiment nez à nez avec une monoplace de Formule 1 lancée à très vive allure. Donc ça aurait pu vraiment se passer extrêmement mal. Donc heureusement, on a réussi à régler cette situation. On passe au Grand Prix de l'année dernière, retour sur 2022, c'était donc la première édition de ce Grand Prix de Miami qui avait lieu les 6, 7 et 8 mai, donc quasiment aux mêmes dates. Le circuit a été vraiment pas simple et on avait eu notamment 2 gros accidents, c'était Carlos Sainz et Esteban Ocon, c'était au virage 13 et au virage 14, et puis il y avait eu également Valtteri Bottas qui avait eu des soucis dans le virage 7 au niveau des séances d'essai. En qualification, c'était les 2 Ferrari qui avaient réussi à faire la première ligne devant les deux Red Bull qui étaient assez légères, assez compliquées à piloter sur ce circuit, mais qui avaient une très grosse vitesse de pointe. Valtteri Bottas avait pris une belle 5e place devant Hamilton, Gasly était 7, Ocon, lui, était parti depuis la dernière position car il n'avait pas pu prendre part à ces qualifications. Et puis, en course, ça s'était bien mieux passé pour Esteban Ocon qui était remonté à la 8e position. Charles Leclerc, lui, n'avait pas pu résister à Max Verstappen. Verstappen qui l'avait dépassé au 9e tour avec un beau dépassement au virage numéro 1. Charles Leclerc qui avait en fait beaucoup moins de vitesse de pointe que Max Verstappen et qui n'avait jamais réussi à remonter sur Max Verstappen malgré le safety car. Il y avait même quasiment 4 secondes à l'arrivée, alors qu'on avait eu que une dizaine de tours sans safety car en fin de course. Carlos Sainz avait pris la 3e place, mais au prix d'une belle bagarre avec Sergio Pérez. Russell devant Hamilton, Russell qui avait réussi à faire une grande stratégie en course parce qu'il avait eu la faculté à garder ses pneus très longtemps. Bottas 7 qui n'avait pas résisté à la pression de Russell et d'Hamilton. Ocon 8, Albon 9 et Stroll 10. Et puis on se souvient du crash entre Pierre Gasly et Lando Norris, les 2 pilotes qui s'étaient rentrés dedans avec Norris qui avait refermé un peu sa trajectoire sur Pierre Gasly, mais on avait conclu un 50-50. Et puis le crash également entre Sébastien Vettel et Mick Schumacher. Ça avait été en passant un week-end compliqué pour Haas. Les 2 pilotes avaient fini 15e et 16e du Grand Prix. Le circuit de Miami, comme vous pouvez le voir, 19 virages sur ce circuit, 3 zones DRS avec 3 zones de détection. La première zone DRS se situe après le virage 8. Enfin, la zone de détection se situe après le virage 8. Cette première zone de DRS est après le virage 9. Elle nous emmène jusqu'au virage 11, juste avant le virage 11. La deuxième zone DRS, la détection, est après le virage 16 pour une ligne droite qui va nous emmener jusqu'au virage 17. Et la dernière zone DRS a une détection après le virage 17 qui ensuite est activable entre le virage 19 et le virage 1. Dans ces zones DRS, on a perdu 150 mètres de DRS par rapport à l'année dernière. C'est toujours la décision de la FIA de tenter de diminuer un peu les longueurs de zone DRS, d'éviter d'avoir trop de DRS, même si on a vu en Australie par exemple qu'on avait plus de DRS que l'année d'avant. Mais on essaye de diminuer les zones DRS. Inquiétude cependant pour les pilotes et pour les équipes. On a déjà eu peu de dépassements en Azerbaïdjan. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un souci avec les dépassements en diminuant le nombre de zones DRS ? Moi, j'ai envie de dire aux pilotes et aux équipes de Formule 1, est-ce que les fans de Formule 1 veulent des dépassements DRS ? Je ne suis pas sûr, ils veulent surtout des vrais dépassements. Les virages importants de ce circuit, donc qui est un circuit en ville, qui n'est pas un circuit permanent, qui est autour du Hard Rock Stadium, le stade de Miami, qui permet notamment d'avoir le tournoi de tennis. C'est un circuit qui a des portions extrêmement techniques à certains endroits qui sont reliées par d'énormes lignes droites qui, elles, ne sont absolument pas intéressantes. La première section intéressante pour moi, c'est l'enchaînement 4, 5, 6. Cet enchaînement-là. Alors, c'est pas forcément un enchaînement où on a eu beaucoup de soucis les années précédentes, puisqu'on a eu plus de soucis, notamment au virage 7, avec Bottas notamment, qui s'était crashé au virage 7 l'année dernière.
4, 5, 6, c'est un enchaînement intéressant. Il me fait penser un petit peu à l'enchaînement à Austin dans la fin du premier secteur. C'est un endroit où on va certainement surchauffer les pneus. C'est-à-dire à cet endroit-là, les pneus vont chauffer énormément parce qu'on est obligé de passer à une certaine vitesse. Ce qui peut vraiment être compliqué à gérer en qualif pour la fin du tour, pour notamment le passage technique entre le virage 11 et le virage 16. Si vous êtes en difficulté, si vous surchauffez ces pneus à cet endroit-là, ça peut être difficile. Et puis, il faut faire attention parce qu'à Miami, les murs ne sont jamais très loin, donc il ne faut vraiment pas perdre le contrôle de sa voiture à cet endroit-là. Autre passage important pour moi, c'est le virage 14, enfin l'enchaînement 13-14, on se souvient tous. Le virage 14, c'est là où Sainz et Ocon ont perdu leur voiture. C'est un endroit qu'on a modifié en termes de sécurité du côté de la FIA pour tenter d'éviter d'avoir 51 G à 150 km/h comme l'année dernière pour Esteban Ocon, donc pour éviter vraiment de fracasser les voitures. Mais c'est un endroit où on est en deuxième partie de circuit. On vient déjà faire le 11, le 12, où là encore des virages qui sont pas si faciles que ça. Et le 13, souvent, on a la voiture qui va commencer à se déporter sur l'extérieur, sauf que si vous commencez à manger un peu trop le vibreur, c'est bon, la voiture part. Et c'est un endroit où la voiture part très vite en survirage et peut décrocher assez subitement. Donc c'est un endroit où il faudra faire attention, c'est un endroit où on devrait avoir des crashs ce week-end. Et puis dernière section intéressante, c'est le virage 17. On peut tenter des dépassements au virage 17, mais surtout en qualification, il faudra faire attention parce que c'est un endroit où les pneus arrière vont commencer à être un peu morts à la fin du tour. Et là, on peut avoir du mal à récupérer la motricité à la sortie du virage 17. Donc c'est vraiment un endroit où il faut faire attention. Mais surtout, c'est un gros freinage. Il ne faut pas trop s'élargir non plus. C'est un endroit où on peut dépasser. Donc c'est un des rares endroits intéressants peut-être de ce circuit de Miami. Bien, je crois que vous savez tout sur le circuit du Miami. On passe tout de suite aux pneus à la météo. Les pneus pour ce week-end de course, eh bien on utilise les mêmes pneus qu'en 2022, la même gamme de pneus qu'en 2022, C2, C3, C4, mais je rappelle encore une fois que les pneus 2023 sont un peu plus rigides que les pneus 2022, donc on est sur une gamme de pneus un peu plus dure que lors du dernier week-end, on était sur C3, C4, C5. Là, le pneu le plus tendre, c'est le C4 qui était donc le médium lors du dernier Grand Prix. Du côté de la météo, vendredi soleil, 23 degrés le matin, enfin aujourd'hui même, 28 degrés l'après-midi, un ressenti à 37 degrés. Faire attention au vent d'est qui sera entre 15 et 20-25 km/h. Bon, il sera plutôt dans la même direction pendant tout le week-end. Samedi, soleil entre 15 et 28 degrés. L'après-midi, encore une fois, le ressenti sera 37 degrés. Pourquoi on a un ressenti qui est aussi important par rapport à la température, on va dire ambiante? Eh bien tout simplement parce que je rappelle que nous sommes en Floride, que c'est un terrain qui est très humide, on n'est pas très loin au final de l'équateur, des tropiques, c'est pour ça que même les fusées partent de Floride, parce que ça permet de récupérer plus vite la trajectoire dans l'espace. Quand on fait les rotations dans l'espace, c'est plus facile quand on part le plus proche possible de l'équateur. Et donc forcément, il y a beaucoup d'humidité, donc le ressenti devient plus compliqué à gérer. C'est très compliqué de transpirer. Les pilotes risquent de souffrir physiquement, malgré le fait qu'on n'ait que 28 degrés. Je peux vous dire qu'il va faire très chaud dans les voitures et que quand il fait humide, on n'arrive pas à transpirer et donc c'est très compliqué à gérer. Le vent, il sera de nord-est le matin, puis d'est l'après-midi, toujours encore une fois entre 20 et 25 km/h au niveau des vitesses. Et puis dimanche, c'est là où les conditions risquent d'être un peu plus compliquées, entre 24 et 26 degrés. Orage prévu pendant une grande partie de la journée, risque de pluie de 50% le matin, 65% l'après-midi, avec un vent d'est qui sera plus fort, entre 30 et 40 km/h. Le risque de pluie est de 65%, donc encore une fois, c'est pas un risque à négliger, et le risque d'orage deviendra plus faible au fur et à mesure de l'après-midi, donc à partir de 17h notamment, le risque d'orage est beaucoup plus faible et le risque de pluie devient plus faible, donc ça peut donner peut-être une idée d'un décalage de l'horaire de départ au cas où les conditions climatiques seraient très compliquées pour faire partir la course en temps et en heure. Du côté de mes pronostics, j'ai décidé de mettre Pérez. Pérez, ça reste un pilote qui est très très fort le dimanche, qui est très très fort sur les circuits en ville, avec une Red Bull qui a un DRS qui donne 15-20 km/h de plus que les autres pilotes. Forcément, même si les zones DRS sont plus courtes, il y a des belles lignes droites du côté
de ce circuit, donc sa voiture devrait bien se comporter. Je mets Verstappen deuxième, là aussi pour les mêmes raisons, mais je pense que Perez est très en confiance et je pense qu'il ne va pas faire les mêmes erreurs que l'année précédente où à un moment il s'était un peu trop enflammé et s'était un peu déconcentré. Je suis pas sûr, il s'était surtout mis trop la pression, je suis pas sûr qu'il fasse la même erreur Perez. Leclerc troisième. Bah, je pense que Ferrari, pour le moment, est la deuxième force du plateau. Je pense que Mercedes est un peu en dessous pour le moment. Et puis en grosse cote, je mets Piastri, septième du Grand Prix. La McLaren a l'air de mieux se comporter. En Azerbaïdjan, ça allait pas si mal que ça pour McLaren. Donc là, sur un circuit en ville, mais avec quand même des belles lignes droites, ça pourrait bien se passer du côté de McLaren. C'est un peu comme l'année dernière, hein. McLaren avait fait un très mauvais début de saison et puis ensuite, ils avaient commencé à trouver leur rythme de croisière. Du côté des enjeux, va-t-on avoir un duel Verstappen-Perez pour le championnat? C'est vrai que si Perez gagne et arrive vraiment à menacer Verstappen, ça pourrait aller vers cette situation-là, vers cette dualité pour aller chercher la tête du championnat du monde. Les pilotes alpines vont-ils avoir moins de problèmes que sur le week-end précédent? Parce que c'est vrai qu'en Azerbaïdjan, ça a été extrêmement compliqué, que ça soit en termes de rythme de course, mais également en termes de problèmes de fiabilité. Donc on espère qu'ils vont trouver des solutions sur ce week-end. L'équipe Aston Martin va-t-elle régler son problème de DRS? On sait que Aston Martin a des petits soucis avec un DRS, notamment samedi du côté de l'Azerbaïdjan qui avait du mal à diminuer la traînée de la voiture. Or, sur un circuit comme Miami, il faudrait bien éviter d'avoir trop de traînée aérodynamique. Et puis, Laurent Dupin va-t-il dire bonjour? Pour ceux qui n'ont pas la référence, avec Tony Parker l'année dernière, il s'était fait bien clasher par Tony Parker. Il s'était pris une belle baffe dans la gueule, comme on dit, parce que voilà, Tony Parker n'avait pas vraiment apprécié qu'ils lui disent pas bonjour. Enfin, il n'avait pas entendu le bonjour de Laurent Dupin qui était trop discret. Donc, Lolo, il faut dire bonjour distinctement, sinon tu risques de te prendre une clé de bras de Tony Parker. S'il y a Tony Parker sur ce week-end, je ne sais pas si Tony Parker sera présent du côté de Miami, s'il n'est pas du côté de Villeurbanne, du côté de Lasvel. Du côté du programme télé du week-end, alors les premières sessions, eh bien ça commence ce soir avec la séance à 20h10, la séance d'essai libre à 20h10 sur Canal Plus Sport, deuxième séance à 23h40, encore une fois sur Canal Plus Sport. Demain, samedi, les essais libres 3 à partir de 18h10 sur Canal Plus Sport. La prise d'antenne pour les qualifications, ça sera à 21h40 sur Canal Plus Sport, à 21h55 pour Tipeee. Et puis, la grille le dimanche 7 mai, ça sera à partir de 20h25 sur Canal Plus. Le Grand Prix à partir de 21h30 sur Canal Plus et Tipeee en Belgique. Et puis Formula One, le débrief à partir de 23h30 sur Canal Plus Sport. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!